ambition. C'est une catastrophe. Big up Stéphanie. Big up Stéphanie. C'est vrai que tu prends ta voix de radio. Je la fais encore plus grave. La principale bataille, elle est contre soi-même, tu comprends ça? Ah ouais. Non, il faut pas faire ça justement. Alors aujourd'hui, pour ce tout premier épisode du podcast Ave César, je reçois quelqu'un que j'adore, Asma Mala, et vous allez voir que l'échange est vraiment passionnant. Asma, c'est une femme incroyable, elle est politologue, elle est écrivaine, spécialiste des technologies, de la géopolitique et des dynamiques de pouvoir, et sa grande spécialité, c'est d'analyser comment le numérique transforme nos sociétés, et ce qui est trop bien, et vous allez le voir dans cet épisode, c'est qu'en plus, elle vulgarise super bien son sujet pour que tout le monde puisse comprendre, y compris moi. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous inviter dans notre discussion. Ave César, le podcast avec Asma Mala, c'est parti. Non, je suis super content de te recevoir sur ce premier épisode de podcast. Est-ce que t'es honoré d'être dans ce premier épisode? Je suis extrêmement intimidée. Non, mais moi, en vrai, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Je pense que tu sais pas à quel point je suis content. Ah non. Déjà parce que j'ai lu le livre. Ah. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. T'as aimé ou pas? J'ai adoré. Mais je vais te dire aussi pourquoi t'as adoré. Mais peut-être on va présenter le livre, je parle du livre, mais on sait même pas Oui, ce que c'est les gens. Parce que, en gros, moi je voulais te faire une petite présentation avant. T'es politologue, essayiste, j'ai vu, et je me suis posé la question, c'est quoi la différence entre être essayiste ou écrivaine en vrai? Ah, c'est une excellente question. Parce que moi, c'est en l'écrivant, je me suis dit, mais tout le Ouais. monde dit qu'elle est essayiste, Oui. c'est quoi être essayiste? Essayiste, c'est vraiment quelqu'un qui va écrire des essais. Donc on n'est pas sur la littérature, on n'est pas sur les romans, on n'est pas sur de la fiction. Le terme peut-être plus générique, écrivain, moi en tout cas je le mettrais plus dans de la littérature fictionnelle, tu vois. Ok. Donc, ce sont deux genres différents. Donc le livre c'est le même objet, et puis après ce que tu mets dedans, ça dépend. L'essai va, quand il est bien fait, il va essayer de décrypter quelque chose, une problématique, le monde, une question particulière, avec des compétences. C'est vrai que tu prends ta voix de radio. Ouais. Elle est pas mal, elle est Ouais, pas... elle est bien ta voix de radio. Je la fais encore plus grave. Il faut que tu fasses de la voix off en fait. Tu penses? Je pense. En vrai, je pense que ça va Ah le ouais? faire. Ouais. Ah d'accord. Mais du coup, je t'ai coupé dans ton explication. Non mais donc l'essai c'est plus... tu vas, par exemple moi dans mes livres, j'essaie de décrypter ou de raconter une histoire sur le monde et plus exactement sur notre siècle politique, notre nouveau siècle, le 21e Ouais. siècle. Et donc et je vais mobiliser plein de références, de connaissances, des choses comme ça. Un écrivain va être davantage dans la fiction. Mais peut-être que le terme générique, et que moi j'aime beaucoup, c'est auteur. Ok. Un auteur peut être un écrivain ou un essayiste. Mais essayiste, on est davantage dans un genre plus... dans une écriture plus... pas du tout objective forcément, mais plus pragmatique, on va dire. Ouais. C'est de l'analyse aussi de certains sujets. De toute façon, Oui. on va en parler aussi Et avec ton surtout, livre. dans un essai, dans Cyberpunk, en tout cas celui dont on parle aujourd'hui, il est très subjectif. Ça ne veut pas du tout dire que j'écris à la première personne du singulier, j'ai des partis pris, j'ai des convictions, j'ai des doutes, j'ai des inquiétudes. Donc ça ne veut pas du tout dire une écriture académique ou froide, essayiste, pas du tout. Oui, c'est vraiment le fond de ta pensée que Oui. t'exprimes. Ok. Et puis, tu es aussi enseignante Oui. à Sciences Po et à l'École Polytechnique. Oh, j'ai arrêté Polytechnique. Ok. Donc Parce à Sciences Po, là, aujourd'hui... Ouais, parce que c'est trop loin. Ouais, Saclay. Ouais, c'est un peu... J'y arrivais plus en vrai. Mais c'était intéressant, t'as bien C'était aimé génial. l'expérience? C'était génial, parce que j'avais beaucoup d'étudiants, beaucoup de garçons, Ouais. et en plus des grands, et qui ne viennent pas des sciences politiques, et c'est très frais, parce que c'est la rencontre. Moi, ce que j'adore, c'est la rencontre des univers, la rencontre des regards. Et donc, c'était méga intéressant, parce qu'ils sont comme toi, en fait, ils sont complètement natifs du digital, des technologies, etc. Ouais. Mais c'est des bébés. Et en même temps, moi, je leur amenais une autre grille de lecture, plus géopolitique, plus politique, plus systémique. Donc c'était très intéressant de voir leurs réactions et de discuter avec eux. Puis ils ont énormément de... Dans tous mes étudiants, Sciences Po, Polytechnique, ou même quand j'étais à Columbia, ce qui était très intéressant, c'est toujours... le côté très international. Moi, j'ai toujours eu des classes bigarrées qui venaient de partout. Donc, tu as plein de références différentes entre un Suédois, un Français, un Italien, un Américain. On a tous des grilles de lecture totalement différentes. Ouais. Et les références sont pas les mêmes. Ouais. Et du coup, sur des sujets... Bon, du coup, on va présenter le livre.
T'as bien fait de le prononcer parce que moi j'allais le dire cyberpunk. No way. J'allais clairement dire cyberpunk. Cyberpunk. Mais donc tu sors un nouveau livre, un nouvel essai, pardon, si je dis commence à dire un livre, non ça va pas. Tu sors un nouvel essai qui s'appelle Cyberpunk, du coup, le nouveau système totalitaire. Ouais. On va en parler un peu plus précisément parce que je vais t'expliquer un peu la dynamique du podcast, même c'est nouveau pour les gens, donc va falloir leur expliquer aussi pourquoi il y a une énorme boîte à côté de toi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais globalement, c'est un livre qui analyse un peu la situation géopolitique actuelle. Ouais. Et toi, t'en tires un peu des conclusions. On va parler évidemment de relations entre les États-Unis, la Chine. Mais surtout, ce qui est nouveau, c'est que dans ce paradigme-là, il y a les technologies qui viennent Bien sûr. et les entreprises technologiques. Donc, on va parler d'Elon Musk, etc., etc. Mais eux, ils changent un peu la donne, en gros. Complètement. Voilà. C'est pas un peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a complètement des nouvelles formes de pouvoir et de puissance. Et donc, tu as une espèce de redistribution de la répartition du pouvoir d'une part, mais surtout, il y a une nouvelle créature politique. En fait, c'est ça un peu un des fils que je tricote. Le côté très nouveau, très inédit du 21e siècle, c'est pas tant les réseaux sociaux ou l'IA ou je ne sais quoi. Parce qu'en gros, des moyens de communication industrialisés ou à échelle, dans d'autres formats, dans d'autres siècles, on les avait aussi, et qui généraient des ruptures ou des disruptions. Mais ce qui est très nouveau, c'est la nouvelle créature politique, que moi j'appelle un espèce de léviathan à deux têtes. Faut pas qu'on en dise trop, hein, parce qu'après on va revenir dessus Je me plus tais précisément. Non, mais tu peux finir Je la continue ma créature ou pas? tu peux finir la créature. Mais j'avais préparé des questions sur ce Léviathan, donc. Mais je pensais qu'on allait parler de ma vie. Mais on va aussi parler de ta vie, surtout parler de ta vie. Mais on va aussi parler de ton livre, Bien évidemment. sûr. Mais c'était pour introduire comme Non, ça. mais du coup, on juste sait... le Léviathan, pour terminer quand même, Ouais, comme vas-y. ça on perd pas les gens, mais t'as une espèce de nouvelle créature politique qui a deux têtes. Mais c'est vraiment une créature. Et donc, la première tête, c'est toujours l'État, la souveraineté publique, comme on appelle ça en théorie politique. Et puis l'autre tête, ce sont les méga corporations technologiques, les big tech. Tu vas retrouver ce que tu disais, les Elon Musk, Mark Zuckerberg, Apple, Google, enfin Alphabet, Peter Thiel, bien sûr, l'inénarrable. Bien sûr. Et donc comme ça, tu as des grosses boîtes qui sont pas toujours d'accord entre elles, mais qui aujourd'hui constituent et sont des nouvelles entités politiques et complètement hybrides. Oui, exactement. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans ce livre, mais t'en as aussi publié un il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Il y a 1 an et 9 mois. Bah, tu vois, j'étais pile dans Pile. l'entre-deux qui s'appelait Technopolitique. Ouais. Et ça donne aussi des premières grilles de lecture, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution qu'il y a eu entre ce Mais très moment-là rapide. et maintenant, très rapide. Fulgurant. Et dans Technopole, j'expliquais déjà cette figure, mais elle était encore théorique. Et 1 an plus tard, on a la preuve du concept avec l'alliance Musk-Trump. Et donc je me dis, attends, donc là, il y a quelque chose qu'il faut continuer à creuser et à emmener un peu plus loin pour décrypter. C'est toujours... En fait, mes livres, je les construis... Par exemple, Cyberpunk, contrairement à Technopolitique, c'est un vrai texte hybride. Parce qu'on joue avec les codes. À la fin, il y a un manuel de survie cognitive, je dessine des scénarios possibles. Donc je me suis beaucoup amusée dans l'écriture. C'est pas du tout un truc, je crois en tout cas, ronflant ou scientifique. Pas du tout. Et surtout, c'est l'idée de dire, si on emmène ça un cran plus loin, qu'est-ce que ça peut donner comme société et est-ce qu'on en a envie? Ouais, c'est vraiment donner des clés de lecture. Moi, ce Ouais. que j'ai adoré, enfin, je te le dis en vrai, moi, j'ai vraiment adoré le lire. Premièrement, parce que ça rend accessible un sujet qui est quand même complexe, en tout cas pour la majorité des gens. Peut-être que pour toi, c'est pas complexe, mais en tout cas pour la majorité des gens, ça devient moins complexe et ça devient presque tangible. On a vraiment des clés de lecture de ce qui se passe. Et moi, je suis quelqu'un où, en fait, j'ai besoin d'avoir un point de vue global sur les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, en fait, on est noyé de micro-actualités, de choses qui sont presque futiles, mais en fait, nous, ça nous nourrit parce que, en fait, c'est un peu la fanfare. C'est Musk, il a fait ce truc-là, Trump, il a fait ce truc-là, et donc, en fait, quand on reçoit ça tous les jours, machin a été assassiné, tout ça, on se dit, ok, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à une échelle plus globale? Et moi, j'ai vraiment besoin de ces trucs-là. Absolument. Ce qui est hyper difficile parce que quand on n'a pas les connaissances sur le sujet, comme moi, ça peut être le cas, en fait, d'avoir un livre qui résume tout ça, c'est hyper précieux. C'est pour ça que j'ai envie de dire aux gens d'aller évidemment se le procurer parce que ça donne des vraies clés de lecture. Et moi, j'ai appris plein de choses, évidemment. Merci. Mais j'ai trouvé ça formidable. C'est pour ça que je suis hyper content de t'avoir. Mais attends, aujourd'hui. mais en plus, tu as vraiment... Non, mais c'est génial parce que tu as vraiment compris l'intention, je sais pas si j'ai réussi, mais l'intention avec laquelle j'ai écrit le livre, c'est-à-dire mettre à l'écart, à distance, tout le bruit pour garder l'essentiel, c'est-à-dire l'architecture du nouveau pouvoir en fait. Parce qu'on a changé de siècle, on a changé d'époque et qu'on va pas pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer si on continue à lire 2025 avec les lunettes
des générations de 1975. On ne va pas y arriver si on reste bloqué dans le 20e. Et le problème de l'Europe, parce que nous on est en Europe, c'est que comme en fait toutes ces technologies-là ne sont plus chez nous, ne sont pas chez nous, donc on est très loin du nouveau centre du pouvoir, c'est-à-dire les États-Unis. Et donc on continue à lire les choses avec beaucoup de distance et avec les lunettes du passé. Donc j'essaye un peu de mettre à jour un peu toute cette grille de lecture. Et là où tu as raison aussi, c'est que j'ai essayé de le... Et je suis contente que tu l'aies senti parce que j'ai essayé de le construire comme une arme intellectuelle. Là où tu as aussi raison, c'est que les gens ont besoin de comprendre et surtout, ils ont besoin d'une réponse à leurs inquiétudes. Parce que tout le monde, on est tous très inquiets. Et donc moi, je ne pars pas du tout d'une théorie, je pars de ce que moi-même j'ai ressenti ou je ressens comme citoyenne, mais comme n'importe qui d'autre. Et j'ai essayé de comprendre et de répondre à ces peurs, à ce sentiment, tu sais, que tout est plus grand que toi et que le monde nous échappe. Ouais. L'impuissance. Et qu'en fait, et même le fait de pas savoir, tu te dis, bon, en fait, je suis pas capable de savoir. Oui. Donc, en fait, j'enlève le problème. C'est exactement. tout. Or, c'est faux. Ça appartient à tout le monde. Et le propre de la philosophie, ce n'est que ça. La philosophie, au sens le plus noble du terme, le plus originel du terme, c'est que tout le monde appartient au commun, à la société, que c'est notre monde, à nous tous, et que donc il ne peut pas être confisqué par quelques-uns. Et donc c'est notre responsabilité à nous aussi de le comprendre, de mettre des mots, de l'attraper, et de ne pas le laisser de côté, ou faire l'autruche, ou mettre la poussière sous le tapis, parce que sinon, en effet, on leur donne du pouvoir. Et c'est aussi une façon de déconstruire l'histoire qu'on se raconte de nos impuissances. Ils ne sont forts que parce que nous aussi, on a été un peu faibles, ou qu'on a un peu lâché la place. Ouais. Exactement, okay. Exactement. On va évidemment revenir sur ces sujets-là. Ça nous fait une belle intro, en vrai, au sujet. Mais on n'est pas que là pour parler de ce livre et de la situation géopolitique, etc. On est aussi là pour parler de toi, parce que moi, ce que je voulais dans ce podcast précisément, c'était inviter des gens qui, moi, m'inspirent, mais des gens tout à fait éclectiques. En vrai, on va recevoir des gens qui ont des parcours de vie très, très différents, que ce soit, toi, par exemple, politologue, mais... En fait, j'ai envie de creuser et de savoir pourquoi toi, dans ta vie, t'as fini politologue. En vrai, c'est un métier qui est très particulier. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour commencer à écrire des livres? Quand est-ce qu'on y pense, etc. Et ça arrive aussi à d'autres gens qui sont, je sais pas, explorateurs, sportifs de haut niveau, etc. Et donc, c'était un peu ce que j'avais envie dans ce podcast. C'est pour ça qu'on est un peu à la cool, en vrai. J'ai envie qu'il y ait ce climat-là, même si on parle de sujet aujourd'hui évidemment un peu plus complexe qu'à l'accoutumée, mais comme j'ai dit, moi je l'ai lu, je l'ai compris, je pense que tu l'as écrit pour que ce soit compréhensible par le maximum de gens, et ça pour moi c'est réussi. On va... mais attends, tu sais pourquoi? Ça me fait penser à quelque chose. Le contraire de la démocratie, mais je t'assure, c'est-à-dire le truc qui appartient à nous tous, c'est de jargonner, c'est de faire croire que c'est complexe. Il n'y a rien de complexe. Et donc moi, mon travail à moi... Tu dis politologue, et c'est ce que je suis objectivement, par les diplômes. Mais en fait, moi, la façon dont je me vis, c'est pas politologue ou essayiste, c'est en fait, et c'est très intéressant, c'est le rôle de l'intellectuel dans la cité. Or, aujourd'hui, nous, dans notre époque à nous, on n'a plus de grands intellectuels, on n'en a plus. Autrefois, tu sais, à la fin du XXe siècle, t'avais quand même des gars, je sais pas moi, des noms genre Albert Camus, Sartre, Michel Foucault, il y avait comme ça des Simone de Beauvoir, on en pense qu'on veut, je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. Tu avais comme ça des grandes figures qui montraient la voie, qui façonnaient le débat public, etc. Là, on est dans une autre époque où tu n'as plus de grandes figures, mais parce qu'aussi, c'est le bruit permanent. Et donc, en fait, toutes les idées se diluent dans le vacarme du monde, quoi. Et j'essaye, moi, vraiment à ma petite place et à ma petite mesure, de débroussailler le boucan et de donner des clés. Et en fait, c'est comme une passation. Je passe un livre, c'est un objet politique où je passe le relais aux autres. Et tu vois, ce que j'aime bien dans cette démarche, c'est que en fait, tu dis que les problèmes qui sont complexes et donc pas forcément sur le papier compréhensibles par tout le monde, toi, tu les utilises pour en faire. Et je perds toutes mes feuilles. Tu vois, ça c'est... Musk était pas content, il a dû t'envoyer une mauvaise vibe. Il a dû avoir les oreilles qui sifflent. Je pense que c'est clairement ça. Mais non, ce que je disais, c'est que moi, tout ce qui est élitiste, j'y crois pas. Parce qu'en fait... on part d'un sujet complexe, c'est sûr qu'on peut le vulgariser, qu'on peut le synthétiser pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Et nous, c'est un peu aussi ce qu'on fait sur le média en parlant de sujets qui sont parfois plus complexes que ce qu'on a l'impression. On le vulgarise et en fait, les gens nous disent
en fait, il me suffisait d'avoir ces clés de lecture-là Absolument. pour pousser. Et tu sais, ça participe d'autres choses. Là, par exemple, en France, et c'est à peu près partout dans tout ce qu'on appelle les démocraties occidentales, etc., il y a ce travers, moi, auquel je suis absolument allergique, parce que je le trouve plus que grave, je le trouve dangereux, c'est cette tendance à infantiliser les citoyens. Ouais. Tu traites comme des gamins. Ce n'est pas possible. Hein. Et donc, en fait, leur donner les clés, mettre tout le monde à niveau pour qu'on puisse de nouveau enfin avoir une conversation collective, ça, c'est juste la base. Ouais. Je veux dire, les autres ne sont pas moins, ne sont pas en dessous. On est à hauteur. Ça doit se jouer à hauteur d'hommes et de femmes. Mais ça ne peut se jouer à égalité que si tout le monde est à niveau. Et donc, c'est la moindre des politesses. C'est la moindre des dignités que de donner accès à tout le monde. Et je trouve cette perversion de l'infantilisation révoltante, en vrai. Moi, c'est vraiment... Et le truc élitiste, on se parle entre soi dans les salons, entre experts. Mais no way, mais c'est pas du tout ma sauce. Moi, mon truc, c'est vraiment de parler aux gens. Parler aux gens. Et ça doit être populaire. Et populaire n'est pas populiste. C'est pas la même chose. Ok, bah moi, je trouve ça super intéressant. Donc, pour t'expliquer, enfin, moi, je t'ai déjà expliqué le concept de ce podcast, mais pour les gens... On a bientôt fini, non? J'ai l'impression que notre intro, elle est très très longue. On n'aura peut-être pas le temps d'aller choper tous les objets, mais c'est pas grave. Mais oui, en gros... que je t'interromps à chaque fois. Non, c'est moi qui relance surtout. En gros, devant toi, parce que pour les gens qui écoutent en podcast, ils n'ont pas forcément la vidéo. Ceux qui ont la vidéo, ils voient très bien qu'à côté de toi, il y a une espèce de boîte un peu étrange. Improbable. Voilà, qu'on a fait faire, figure-toi, exprès pour le... Mais c'est vraiment du sur-mesure, ça? Ouais. Franchement, c'est très design, ça fait très 70s. Ouais. On l'a dessiné avec Eloane qui est derrière. Bravo. Et on a envoyé, hop. La Bretagne a du talent. Nos Bretons ont du talent. Nos Bretons. Et en gros, c'est une boîte que, en fait, on a mis des objets dedans qui vont retracer un petit peu ta vie. En tout cas, je l'espère si on a bien travaillé. Imagine. T'improvises sinon. Mais et en fait, tu vois pas ce qu'il y a dedans, donc tu vas pouvoir piocher aléatoirement des objets. Et moi, je vais te demander un petit peu ce que ça t'évoque. Et évidemment, j'ai préparé des petites questions avec ça. Et donc, si tu veux, tu peux plonger ta main et prendre le premier objet. Ouais. Ah. Fais doucement parce que les premiers sont vraiment tout près. Attends, mais ma main elle sort plus. Normalement, tu peux. Attends. Ah. C'était pas ça qu'il fallait sortir? Tu peux sortir ça me dérange pas. Ça, il faut que tu regardes un petit peu. Ouais, tu peux l'ouvrir. Hop. Alors. Parce que l'idée, j'en profite en même temps que Asma regarde un petit peu, l'idée de ce podcast, c'est de vraiment comprendre pourquoi toi, t'as été amené à faire ce métier, et c'est des choses qui m'intéressent. Et donc ça, c'est censé représenter quoi, le monde de 2004? Ouais. Ah, c'est drôle. On a chopé, pour ceux qui ne voient pas, on a chopé un journal du Monde qui date de 2004. 2004, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque strictement rien, si ce n'est que c'était l'année où j'ai intégré une école de commerce. Ouais. Ouais, 2004. Attends, mais c'est quand même assez génial. Où est-ce que vous avez chopé ça? Ah, ça, on révèle pas nos secrets. Non, mais attends, il y a un truc quand même assez exceptionnel. Donc là, je suis en train de... Alors, pour que tout le monde comprenne. Là, j'ai le numéro du Monde de 2004. Donc je suis en train de regarder. Donc c'était il y a longtemps, il y a 20 ans. Et ce qui est incroyable, mais incroyable, c'est que quand tu regardes les titres, ça aurait pu être écrit aujourd'hui. Donc là, je décrypte en live. Hein. Donc là, je suis en train de faire du truc, je le découvre. Donc sur la première page, on a Chirac face au séisme Juppé. Et moi, ce que ça me fait penser immédiatement et tout de suite, nous on est en octobre 2025, là, au moment où on enregistre, à toute la crise politique de la rentrée en France. Donc tu te dis, gosh, mon Dieu, il y a 20 ans, c'était les mêmes psychodrames politiciens, des calculs de pacotille, d'ego, de machin, on prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes et on recommence, ou presque. En tout cas, c'est les mêmes histoires. Pendant que le monde, lui, continue à avancer. Moi, c'est ça qui me sidère. C'est-à-dire que pendant que nous, on est enferrés dans une crise politique assez gratuite d'ailleurs, Trump, Musk, la Chine, la Russie de Poutine, ça, eux sont déjà en train de se projeter dans le 22e siècle. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ceux qui sont nés aujourd'hui, là, cette année, ils seront contemporains du 22e siècle. Donc, pendant que les autres sont en train de façonner le futur, nous, on est en train de se battre comme des chiffonniers sur des non-sujets. Je trouve ça très, très grave. Et sur le côté, c'est assez dingue.
Israël. Sharon envisage l'évacuation de toutes les colonies de la bande de Gaza. États-Unis, primaire, je t'assure, mais c'est dingue. C'est-à-dire qu'à 20 ans près, c'est la même. Parce que nous, antisémitisme, réconciliation, enfin, le PS souhaite... Non mais... En fait, c'est impressionnant parce que, bon, c'est impressionnant. De notre côté, on a récupéré ce journal pour la date et je vais t'expliquer pourquoi. Mais quand on l'a reçu et que moi je l'ai lu pour la première fois, enfin, j'ai vu la première de couve et je me suis dit, mais c'est étrange. D'ailleurs, qu'il y ait un texte sur Gaza, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup de Gaza, ça fait très bizarre. Ouais. Ça aurait pu être écrit aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a quelque chose quand même de l'ordre de la... dans l'histoire, l'histoire comme objet, ça c'est Hegel, etc. Il y a quelque chose de très intéressant parce que elle revient, elle est très cyclique et en même temps, jamais sous exactement la même forme. C'est ce que je raconte aussi un peu dans Cyberpunk. Est-ce qu'on revit les années 20 ou les années 30 du 20e siècle ou est-ce que c'est autre chose? Et c'est toujours oui et non. Il y a une répétition. C'est Marx qui disait sur l'histoire, il disait la première fois c'est un accident. La deuxième fois, c'est une farce, quand un événement se répète comme ça. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui se répètent, mais il y a toujours une singularité ou quelque chose d'inédit qui est particulier à ton époque. Exactement. Là, la singularité en ce moment, c'est la technologie et les entreprises technologiques. Ouais. Et vraiment, la façon dont ils reconfigurent le pouvoir, surtout, plus que la tech elle-même. C'est la technologie comme objet politique. C'est ça qui est intéressant. On a encore divagué parce que c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Non, le numéro, on l'a pris de 2004 pour deux raisons. En fait, pour une raison, et la deuxième raison, on s'est dit, tiens, c'est marrant. La première raison, c'était effectivement l'année... Ouais, c'était effectivement ton adhésion à l'ESCP, et juste, on va parler rapidement de ton parcours scolaire, etc. Ouais, c'est juste la deuxième raison, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi la création de Facebook. Ah, 2004 ? Ouais. Ah, mais oui. Peu ou prou, exactement. Donc, en 20 ans, voir l'évolution un peu de ces entreprises technologiques, c'est fou. L'accélération du monde. D'ailleurs, ils appellent ça, eux, c'est un courant, l'accélérationnisme. Et ils ont une vraie idéologie, d'ailleurs, derrière. Eux, c'est qui eux? Parce qu'il faut toujours nommer, parce que sinon ça fait un peu... c'est eux, le système, pas du tout. Il y a un courant qui est né en Angleterre, par un philosophe qui est devenu complètement allumé depuis, qui s'appelle Nick Land, et qui s'appelait l'accélérationnisme, et qui va derrière beaucoup influencer des idéologues très fragiles d'ailleurs, comme des gars dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui sont très influents aujourd'hui, comme Curtis Yarvin, qui était un blogueur, et qui par exemple a beaucoup influencé la pensée, je sais pas moi, d'un Peter Thiel par exemple, ou d'autres gourous de la tech. On peut peut-être expliquer qui est Peter Thiel. Peter Thiel, c'est un des grands financiers argentiers de la Silicon Valley, fondateur de PayPal puis de Palantir. D'ailleurs, c'est essentiellement Palantir aujourd'hui qui pose d'énormes questions, parce que c'est une énorme entreprise qui traite de la data, et notamment de la donnée ultra sensible de renseignements militaires, etc., et qu'il a créé après les attentats du 11 septembre, en disant, mais en fait, si l'État américain n'a pas réussi à déjouer un attentat de cette ampleur-là, il y a donc un manquement, et ils sont très libertariens, exactement. Et donc l'État est impotent, incapable, etc. Et donc c'est à nous, secteur privé, start-up à l'époque, etc., de prendre en charge une partie du régalien. Donc, c'est-à-dire vraiment ce qui est le cœur de la souveraineté d'un État. Ce qui est déjà dans la réflexion qui raconte beaucoup de leur vision et de sa vision, en tout cas, lui, du monde. Et surtout, Peter Thiel, il n'est pas que un entrepreneur ou un investisseur, c'est aussi un idéologue, c'est-à-dire qu'il a fait des études de philo, il a été biberonné à la pensée d'un philosophe français qui s'appelle René Girard, sur le mimétisme, par exemple, et en ce moment même, donc il a des réflexions très maximalistes sur le monde. C'est un antidémocrate, c'est un accélérationniste, il pense que... Il est obsédé par l'idée que notre société stagne, l'idée de la stagnation. Et donc, il pense qu'il faut accélérer, d'une certaine façon, la fin du système, nous emmener au point de rupture pour créer la civilisation d'après, dont évidemment, eux seront les architectes. Oui, du coup, ça pose énormément de questions. Beaucoup de questions si on a envie de continuer à faire partie du projet. Parce que sinon, souvent d'ailleurs, même avec Elon Musk, quand ils ont cette rhétorique de la liberté d'expression, ils sont très maximalistes dans leur vision de la liberté. Attention, demandez-vous toujours la liberté de qui ? Oui. Ils ne parlent jamais de la nôtre. On va en reparler avec ton Léviathan.
de cette question de liberté. Et donc, tu as une confiscation comme ça des choses. Je sais plus pourquoi on a parlé de ça. 2004. 2004, création de Facebook, mais surtout le SCP. Et j'avais envie de rebondir là-dessus, pas uniquement pour le SCP, parce que ça m'importe peu finalement. Et puis je me suis ennuyée, mais comme une carpe. Enfin, j'ai détesté le SCP. Voilà. J'ai détesté mes études d'école de commerce. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, parce que j'ai vu que à un moment donné, tu avais fait un stage dans la pub, je crois. Ensuite, tu avais banque d'affaires, conseiller en stratégie. Et après ça, bon, tu as effectivement la carrière qu'on te connaît. Moi, du coup, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cet environnement-là et comment tu l'as vécu. Parce que ça fait un peu presque vie d'avant. Oui. C'est étonnant. Non, c'est génial. Étonnant, je sais pas, mais c'est génial. C'est-à-dire que, en fait, ton existence et ton identité, elles se façonnent. Tu n'es pas prisonnier de ta naissance, de tes conditions, etc. Ça, c'est majeur. En tout cas, dans la façon dont moi, j'ai construit ma vie. Et elle n'a pas été simple au départ. Franchement, rien ne prédestinait à ce que je sois assise là face à toi, à t'expliquer ça. Mais rien ne me prédestinait à ce que je sois assis en face de toi, attention. Toi non plus ? Non. Comment tu en es arrivé là, toi ? Ben, je sais. En fait, j'ai fait aussi une école de commerce. Arrête, j'ai fait le M Lyon, moi. Ah, tu vois ? Ouais. Tu t'es ennuyé ou pas, toi ? Ouais, ça a été laborieux. long. En fait, non, mais moi, j'ai une vision un peu binaire parce que sur place, tout ce qui était cours, etc., bon, effectivement, je me suis dit, chiant. Par rapport à ce que j'avais vécu en prépa, en fait, c'était très différent. Donc, le gap, il était étrange pour moi. Je ne l'ai pas tellement bien vécu. Mais en fait, c'est aussi des études qui m'ont permis de partir beaucoup à l'étranger. Et du coup de voir plein de choses que j'avais jamais vues avant, et donc pour ça en fait j'ai envie de remercier quand même ces études là parce que malgré tout c'est peut-être les études avec lesquelles c'est le plus facile de le faire parce que les emplois du temps sont pas trop chargés, parce que y a des universités qui sont partenaires, et puis ça t'ouvre des portes, et ça ouvre des portes. En tout cas ça enferme pas. Et moi au moment où je rentre en prépa ou en école de commerce, je sais pas ce que je veux faire, donc en fait c'est très bien de ne pas rentrer dans un truc qui m'enferme. Donc, assez binaire, parce qu'effectivement, mon expérience sur place, bon, il y a des choses où c'était pas la folie, mais pour autant, je ressors de là quand même grandi, je pense, tu vois. En fait, pareil que toi. Moi, le SCP, sur le fond des choses, je m'étais plutôt globalement ennuyée. Enfin, j'étais pas épanouie, j'étais pas une étudiante épanouie. Puis par ailleurs, moi, j'avais en fait, moi, je suis tunisienne. Enfin, je suis née à Tunis. J'ai fait mes études Tu sais qu'il y a une photo de Tunis, là. Tu la vois pas, parce que tu vois pas si bien, mais... Non, mais j'adore, ça, c'est ma ville. C'est de là où tu viens. Il ne faut jamais oublier. Ça va aller dans tous les sens, cette interview. Je ne vais terminer aucun raisonnement, mais... C'est pas grave. Mais c'est très important, ça aussi, de ne jamais oublier d'où on vient. Jamais. Parce que c'est comme ça que tu gardes le cap et que tu gardes ta colonne vertébrale. Quel que soit l'endroit d'où tu viens. Qu'il soit symbolique, qu'il soit géographique, peu importe. Moi, j'ai même... entre moi et moi-même, parce que moi, je viens même pas de Tunis. Je viens de ma petite chambre d'enfant. C'est ça qui m'a forgée. C'est cette chambre-là, là où tu as construit ton imaginaire, ton ambition, tes envies, tes frustrations. Ça vient de là. Et donc ça, c'est très important de ne jamais l'oublier parce que c'est comme ça que tu gardes ton cap. Même quand tu es attaqué, quand tu es diffamé, quand tu es encensé, peu importe. Dans le très très beau ou dans le très très négatif, toi, tu restes ton propre référent. Tu n'oublies pas d'où tu viens et surtout où tu vas. Ça, c'est très important. Et donc, ma chambre à Tunis, c'est ce que je suis intrinsèquement. Et après, sur l'école, tu as raison de nuancer les choses. Moi, comme toi, je me suis beaucoup ennuyée, mais parce que c'est pas l'école qui est un ennui en soi, c'est des tempéraments. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'aurais dû faire plus Sciences Po ou des choses comme ça. Mais simplement, comme je venais de Tunis, j'avais une bourse du gouvernement français, parce que j'avais fait le lycée français à Tunis. Mais le problème de la bourse, c'est qu'en fait, elle te balisait ton parcours. Et moi, je connaissais très mal le système français. Et donc, je ne savais pas exactement où je mettais les pieds. Je savais juste que j'étais amenée à faire la prépa et une grande école française du système français, etc. Puis c'est rassurant, d'un côté aussi. Et de toute façon, si tu ne l'avais pas, la bourse s'arrêtait. Hein. Ouais. C'est sur des critères de performance, de notes. C'est vrai. Oui. Donc, si
si je n'intégrais pas, je rentrais. Donc j'étais condamnée à réussir mes... Ouais, il fallait. Il le fallait, mes concours. Et donc, le SCP intégré, là, je me suis ennuyée, mais c'est aussi ça qui m'a permis, en effet, d'avoir les stages qui, derrière, que moi, je vais adorer. La banque d'affaires, surtout. En fait, ma vraie école, c'est pas le SCP. Le SCP a permis que j'entre dans la vraie école, qui était celle de la banque d'affaires, et qui m'a donné vraiment la méthode, les réflexes. Et ce qui était extraordinaire, alors je sais qu'on aime bien bâcher ces milieux-là, mais moi, ça m'a sorti de ma précarité, parce que moi, j'avais une bourse de 500 balles en vrai, pour tout, pour vivre, manger, etc. Donc ça a été des années de précarité. J'étais à l'ESCP avec des enfants de bourgeois, mais moi je galérais en vrai, et ça ne se voyait pas. Et puis en plus, on précise, le SCP c'est aussi dans Paris. Et c'est dans le 11e même. C'est dans le 11e, oui, pour vivre, c'est quand même très particulier. C'est un peu particulier, mais c'était des années géniales, et de ce point de vue-là, parce que toi, quand on te dit, bon, bah, t'as 500 balles, moi, je me dis, bon, bah, c'est comme ça que tu ne sens... Il n'y avait aucun manque, il n'y avait aucune... Enfin, je ne me comparais pas aux autres, c'était un chemin déjà un peu particulier, un peu à part. Et la banque, en revanche, elle m'a permis, d'une part, de me forger, de me former, de gagner ma vie, de bien gagner ma vie, ouais. Parfois même de très bien gagner ma vie, et donc de faire un shift de vie total. Et ce qui était génial dans ces milieux-là, ou même plus tard en strat, c'est que tu n'es pas une femme arabe, tu n'es pas Asma, tu es ta compétence. Ouais. Et c'est, tu sais, mais ça, toi, tu connais parce que tu as fait l'EMLE, on a pour habitude de dire dans ces milieux-là, c'est up or out. C'est tu montes ou tu dégages. Et il n'y a pas de truc. Donc, c'était des amplitudes horaires extraordinaires, énormes. C'était des sujets très complexes pour le coup. D'ailleurs, c'est mes premiers liens avec la géopolitique. Parce que quand tu structures la dette souveraine, quand tu vas travailler sur des financements de projets complexes, avec du montage de financement public-privé, etc., tu touches immédiatement à des enjeux géopolitiques. J'allais te poser la question, ton appétence pour la géopo, etc., elle vient pas d'avant ? Si elle vient d'avant. Mais comment tu sais ? Ah, je sais pas, je pose la question. Non, mais je me suis dit... Non, mais c'est une réflexion toute bête de ma part. Je me suis juste dit, mais... t'es parti en école de commerce, t'es parti en banque d'affaires, en cabinet de conseil, et te voilà parce que t'as écrit un livre sur un... un essai, 2 livres, non, mais aujourd'hui on est là particulièrement pour celui-là. Oui. Un essai géopolitique qui parle du monde actuel, etc. Je me dis, il y a forcément quelque chose qui s'est passé avant, ou alors quelque chose que tu as aimé, et honnêtement, c'est juste une réflexion simple. Non, mais c'est ultra sensible. Ça veut dire que Non, ça vient évidemment d'avant, ça vient de ma chambre. De ma petite chambre d'enfant. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment une toute petite piole, et dans laquelle je passais énormément de temps, mais pour en sortir d'une certaine façon, j'avais 2 choses. J'avais des livres, que d'ailleurs je volais au CDI du lycée. Maintenant je fais mon coming out. Comment il s'appelle le lycée ? On va rembourser tout de suite la dette. Pierre Mendès France. Maintenant, mais vraiment, là, c'est aujourd'hui que j'assume. Tu peux tout lâcher, on l'enverra la vidéo. J'avais pas le choix. Mais t'imagines quand même, piquer des livres, il y a quelque chose, il y a du panache là-dedans. Attends, en fait, j'essaie de m'imaginer. Est-ce qu'il y a du panache là-dedans ? Pour apprendre, soif d'apprendre. Ouais, non, si, il y a quelque chose de beau en vrai. Je suis même pas sûr qu'il t'aurait repris. Si, mais il fallait les rendre et mais tout. Si, je me souviens. Ouais. J'oubliais de les rendre, voilà, ouais. plus exact. J'oubliais de rendre mes livres. Voilà, mais là, je te crois pas. Parce que je te crois pas parce que moi, j'oubliais de les rendre. Ah. Mais je voulais pas les garder. Ah non, moi je voulais les garder. Voilà, c'est ça, si je te dis. Donc là, je voyais dans ton regard que tu mentais parce que non, moi j'oubliais de les rendre officiellement. Oui. Alors que moi, j'oubliais vraiment de les rendre. Et c'est pour ça que je me souviens que chaque fin d'année, c'était il manque tel livre de machin. Mais juste j'oublie les choses, je les perds. Oui, puis on n'était pas punis. Moi, je me souviens pas que j'avais jamais été punie. Mais tu devais rembourser les livres. Mais j'ai jamais remboursé rien du tout. Mais oui, on n'était pas dans le même lycée en fait. Non, ça c'est sûr. À Dunkerque, ça devait être autre chose. Mon lycée, je l'ai fait près de Lille. Mais
Mais voilà, pour dire, moi j'oubliais vraiment, alors que toi, non. Non, moi c'était des oublis extrêmement volontaires, mais alors c'est pas du tout. Combien il faut- juste qu'on dise, parce que là on le dit maintenant. Oh, je mais- sais plus, mais des très que j'ai jusqu'à aujourd'hui dans ma bibliothèque, hein. Mais parce que c'est des. Je leur dois tout à ces livres-là. Tu sais que j'allais te poser la question de si t'avais pas eu des livres marquants dans ton enfance. On a un objet qui était. Mais j'arrive un pas à objet... retirer les ouais, non, mais trucs. c'est pour ça, je vais skipper cet objet, de toute façon on n'aura pas le temps, vu le temps qu'on Attends, passe vas-y, sur chaque objet. En fait, normalement, il y a un objet qui est une photo sur un porte-photo. Non, là, attends, j'ai un autre truc, mais c'est quand même. Non, mais ça, on va pas God, tous je sais faire. pas. Ah ouais, non, mais celui-là, Qu'est-ce que c'est que ça? celui-là, c'est vraiment un objet de fin. C'est ça? Non, mais tu peux le remettre dedans. Tu Je peux le le remets remettre. Celui-là, il a aucun Pour sens l'invité maintenant. d'après? Pour l'invité Non, suivant. il a aucun sens maintenant, mais il a du sens après. Non, mais tu dois. Parce qu'en fait, je vais te prendre la photo. T'as pas une photo? Peut-être. J'essaye. Tiens-le. C'est ça? Ah ouais, mais ça, c'est un autre qu'on peut garder. C'est quoi? Vas-y. On va partir ça. Oui. Oh, bien sûr. Est-ce que tu peux décrire aux gens ce que tu vois? Je vois la couverture d'un bouquin qui s'appelle La Société d'exposition, qui est écrit par Bernard Harcourt, qui a été traduit au Seuil. C'est le livre, du coup. C'est le livre. Et alors, c'est pas tant le livre, d'ailleurs, en soi, que Bernard Harcourt. Et Bernard Harcourt, c'est le gars à qui je dois, en tout cas dans ma narration personnelle, dans la façon dont je me suis raconté ma propre vie, à qui je dois tout, en fait. Parce que... alors, qui c'est Bernard Harcourt? Ouais, moi, je suis pas renseigné du tu sais tout. qui c'est Non. Non, tu sais pas? Non. Bernard Harcourt, donc c'est un Américain, donc contrairement à ce que son nom n'indique pas du tout. Ouais, c'est marrant. Ouais. Je fais vraiment très français. Très français, pas du tout. Il est new-yorkais même, et c'est un gars absolument extraordinaire, d'une intelligence et d'une finesse folle, qui est avocat des couleurs de la mort pro bono. Donc aux États-Unis, tu sais, Ah ouais. tu as les condamnés à mort, et ces gens-là ont besoin d'être défendus. Ils n'ont pas toujours les moyens. Et Bernard Harcourt est en défend plusieurs, beaucoup, et gratuitement. Et parfois ils sont coupables, et parfois ils ne sont pas coupables, et il se bat pour ces gens-là. Mais il ne fait pas que ça. Il est aussi docteur, il a la chaire de théorie politique à Columbia, il travaille beaucoup sur les questions de théorie critique, sur les questions de technosurveillance, donc c'est un juriste, c'est un avocat, enfin c'est un très grand intellectuel américain, et de façon très bizarre dans nos trajectoires de vie, à un moment donné les chemins se sont croisés, et c'est lui qui m'a un peu... permis de complètement changer, de bifurquer, de changer complètement de vie. En 2016, en fait, j'étais encore dans mes histoires de corporate, etc. Donc là, 2016, en gros, puisqu'on a parlé de ton parcours avant, ça tombe bien. Voilà, bon, évidemment, t'es sorti de l'ESCP, t'as fait de la banque d'affaires, t'as fait du conseil en stratégie. Ouais, parce que j'avais besoin... moi, j'avais une carte de séjour, hein, donc j'avais besoin de papier. Et c'était une période un peu compliquée. Et donc, il fallait que j'ai un CDI très vite pour pouvoir continuer à rester en France. Sinon, ma carte de séjour se terminait. Ok. Et j'ai switché en conseil, et puis j'ai été naturalisée, je crois, peut-être en 2012, quelque chose comme ça. Et celui qui m'a naturalisée, je m'en souviendrai toujours, et peut-être qu'un jour il me regardera et puis il m'écrira, en tout cas j'en serai très heureuse. Celui qui m'a fait mon entretien de naturalisation, parce que c'est très particulier, hein, le processus pour devenir français. Contrairement à ce qu'on pense, c'est des parcours longs, et tu es vraiment vérifié, tu es vraiment évalué. C'est exigeant, quoi. Ah oui, c'est pas du tout ce qu'on peut croire dans les médias, où tiens, les gens... Pas du tout, c'est un vrai parcours long, qui, dans mon cas, moi, qui a duré plus d'une année. Et celui qui a eu l'entretien final de naturalisation s'appelait Monsieur Molière. Ah, très marrant. C'est drôle. Très marrant. Très, très drôle. Et je crois... Ouais. Donc si Monsieur Molière nous regarde, je lui dois quand même... je lui dois aussi quelque chose. Et donc Bernard Harcourt, donc 2016, j'ai un pépin de santé. D'ailleurs, c'est l'occasion parce que, je sais pas, apparemment, il traîne sur Internet, il y a des gens, tu sais, qui projettent des choses sur toi, qui projettent leur propre vie ou leur propre souffrance sur toi. Et donc non, moi, j'ai jamais eu de burn-out, ou j'ai jamais été victime de ce genre
de symptômes. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste que c'était pas mon histoire. Moi, je suis vraiment tombée malade physiquement. Et donc, j'ai été hospitalisée pendant pas mal de temps. Ok. Et plutôt que de m'ennuyer ou de me lamenter, ou de juste subir cette prison, ton corps devient une prison, mais ma tête, moi, continue à fonctionner. Donc, je me suis mise à lire et à être un peu en autodidacte, à récupérer toute la culture générale que je n'avais pas eue de ma vie d'avant. J'avais eu autre chose, mais je n'avais pas eu ça. Et donc, je tombe sur un entretien de Laura Adler avec Bernard Harcourt, qui donc était venu parler de la société d'exposition à l'époque. Et la société d'exposition, qui est le titre du livre qu'on a... Qui est le titre du livre de Bernard Harcourt. Et ça me fait une espèce de révélation. Je me dis, waouh, en fait, les questions technologiques aujourd'hui éclairent tout du monde. Tout. Mais tout. Tu prends n'importe quel sujet, tu peux le comprendre par le proxy des nouvelles technologies, quoi. Et toujours d'un point de vue politique, parce que Bernard Harcourt n'est pas un codeur ou un informaticien, c'est vraiment un gars qui vient de la théorie critique américaine. Et donc, à la fin de cet été-là, je finis par gribouiller un petit papier qui s'appelle Contre toute attente, la critique du numérique vient des États-Unis, parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même des gros projets avec Google, notamment sur l'antiterrorisme et tout ça. Donc, on était déjà en plein dans les trucs sur le régalien. Ils avaient un projet qui s'appelait Jigsaw, et donc ils travaillaient beaucoup sur ces questions-là. Et donc, on avait déjà le Big Brother qui arrivait, qui était là. Et en même temps, de grands intellectuels américains écrivaient déjà la critique de ça. Il y avait aussi à l'époque Cathy O'Neill, mais il y avait aussi à ce moment-là un lanceur d'alerte qui était chez Google, qui s'appelait Tristan Harris. Donc en fait, en 2016, il y a eu comme ça plusieurs voix américaines. Il y a eu Zuboff avant, donc Shoshana Zuboff. Donc tu avais comme ça quelques voix américaines qui étaient aussi le contre-pouvoir ou le contre-récit de ces géants technologiques. Et donc j'ai écrit un petit papier là-dessus. Et moi, t'avais déjà écrit avant ou c'était... Non, zéro. J'avais gribouillé un truc, vraiment. Je m'ennuyais, à l'hôpital. Je m'ennuyais plus, j'étais complètement prise, happée par ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Et à l'époque, tu sais, en 2016, toi, tu dois pas t'en souvenir, mais ce qui était très très à la mode, c'était le Huffington Post. Ça, c'était le truc chic du moment. Je ne connaissais absolument personne. J'envoie ça, tu sais, sur la boîte générique. Chère Madame Monsieur. Huffington Post, arrobase. Opinion. Contact arrobase. Opinion at... Et donc, j'envoie. Et en disant, voilà, une petite contribution. Et j'étais persuadée que ça allait partir par perte et profit. Oui, c'est ce que j'aurais pensé aussi. Mais non, ils l'ont publié. Mais c'était un... Ils publient comme ça des écrits Non, mais à l'époque, ils l'ont pris. D'ailleurs, je crois qu'il doit toujours traîner sur Google Search. Ouais, 2016, à ce moment-là, la critique du numérique, je pense qu'il doit toujours traîner. C'est très marrant comme anecdote. Et Bernard Harcourt tombe dessus. Parce qu'il faisait la recension de... Ah, ça c'est fou. Je te le jure. Et en fait, moi j'ai toujours dit, ça ne pouvait venir que d'un Américain. J'étais personne, j'étais nobody quoi. Mais j'étais une meuf habitée dans un hôpital. Ouais, ça, c'est dingue. En vrai, c'est dingue. Et toi, tu vois ton article publié. Et repéré, parce que Bernard Harcourt va le faire, parce qu'il faisait la recension de tous les papiers qui évoquaient son livre. Ouais. C'est comme une espèce de revue de presse, ou je sais pas quoi, il tombe dessus. Et donc on entre en contact, et ça commence comme ça. Et donc évidemment, ça ne pouvait venir que d'un Américain. Tu sais, la question de la méritocratie, ou donner sa chance, ou ne pas regarder le CV de quelqu'un, mais juste... s'il a une lumière, s'il a quelque chose à dire du monde. Ouais, voilà, il te connaissait zéro. Ni d'Adam ni d'Ève. Mais non, mais le jour où mais ça va aussi avec sa personnalité il est avocat pro bono. Il est incroyable. Ouais. Il est incroyable. Et après, il y a une autre question. Alors ça, c'est beaucoup plus oriental, parce que c'est très important aussi dans ma personnalité à moi, en tout cas. Le côté, il y a quelque chose de l'ordre du... Tu ne contrôles pas la trajectoire de ta vie. Ta responsabilité à toi, c'est de travailler beaucoup. Ça, c'est une valeur majeure, fondamentale. Bosser. Une très grosse bosseuse. Donc, tu taffes, tu te donnes les moyens. Mais il y a toujours quelque chose qui est le destin, ou ce pourquoi tu étais programmé ou prévu dans ta vie, que tu ne sais pas forcément d'avance ou par avance. Et moi, dans ma programmation de vie, rien ne me prédestinait à faire un doctorat en sciences politiques ou à écrire des livres sur ces sujets-là. Rien. Zéro. Non, il a fallu qu'il t'arrive quelque chose dans la vie qui fasse que tu sois à ce moment-là. Un enchaînement de petites choses, exactement. Et ça s'appelle le destin. Et donc, il faut accepter son destin. Il ne faut surtout pas résister et travailler et se donner les chances.
se donner toutes les chances de son côté. Pour une raison très simple, ne jamais avoir de regrets. Ça, c'est l'obsession de ma vie. Le truc, c'est le jour où je serai sur mon lit de mort et que je me poserai la question de mon bilan, est-ce que j'aurais regretté quelque chose ? Et ma réponse doit être non. C'est pas grave si tu tombes, c'est pas grave si tu te trompes, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu as essayé et que tu ne regrettes pas. Essayer et à fond. Enfin, il y a quand même une notion dont tu parles aussi, c'est le fait de travailler, parce que évidemment qu'on ne devient Aussi, pas auteur du Non. jour au lendemain comme ça. C'est que il y a eu ce moment-là dans ta vie. Et c'est beaucoup de sacrifices. Ouais, il y a Tu eu sacrifies beaucoup de choses. ce petit coup du destin, on va dire. Mais derrière, il y a cette notion de travail. Enfin, je veux dire, c'est le... De travail et de prix à payer. Il faut aussi... Ça, j'ai mis du temps, par exemple, ça, à le comprendre, tu vois, mais c'est les baffes de la vie où tu finis par comprendre ça. C'est que tu n'as rien sans rien et que, par exemple, tu vois, là, on parle c'est un peu un exercice égotique, ce qu'on est en train de faire, tu vois, parce que j'ai pas non plus inventé la poudre, j'ai pas un prix Nobel de je sais pas quoi. Enfin, il faut rester très humble avec ça. Justement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'entendre aussi les histoires de tout le monde. Oui. Y a pas, moi, je mets pas de hiérarchie je mets aucune hiérarchie entre la vie des gens, tu vois. Oui. Y a un côté mais tu vois, où... mais de mon point de vue, je me dis, attends, je suis pas du tout... légitime, mais je suis légitime à partager mon expérience, mais surtout pas à donner de leçons. Mais ce que j'ai compris, c'est le prix à payer. Par exemple, là, tu me reçois parce que j'ai écrit un livre qui fait un tout petit peu parler de lui. L'écrit du livre, il est venu après la réflexion de te recevoir. On s'est dit, bon, ça peut être quand même chouette, mais... Ah ouais. Ah, c'est génial. Ah bah oui. Ah d'accord, non, je savais pas. Bah, je te le dis. Ah, ça fait plaisir. Oui, si. Ah, donc tu voyais déjà un intérêt. Avec l'équipe avec qui on a travaillé, on avait... on a pensé à des gens. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et du coup, on s'est dit, en fait, ça peut être super intéressant. Et on a vu en plus que tu avais une actu avec ce livre que tu sors. Mais c'était pas l'objet. C'est pas par ce prisme-là qu'on est rentré en contact avec toi. Ah, d'accord, oui, c'est vrai, je me souviens. Ça me fait d'autant plus plaisir, écoute. Mais ça me rend du coup encore plus, tu vois, modeste. Mais ce que je voulais dire, c'est le prix à payer. Tu vois, donc là, Cyberpunk est sorti, il est en train de bénéficier et je remercie toutes les équipes qui travaillent, toi, vous, enfin tous ceux qui lui ont donné une place et une présence, justement, comme un outil d'awareness, de compréhension, etc. Donc je suis très heureuse de la trajectoire de ce livre, mais il y a un prix à payer à ça, et qui est énorme. C'est quand tu entres dans le débat public, que tu portes une parole publique, ce que les gens ne voient pas ou voient mais ne mesurent pas, c'est tout ce que tu te prends dans la gueule. Ouais. Il faut être extrêmement fort et convaincu de ce que tu fais. Et donc, travailler beaucoup, payer des prix, sacrifier des choses. Ça, c'est des coûts très invisibles que les gens ne voient pas. Il faut être très clair avec soi-même sur la mission qu'on se donne dans une existence, tu vois. Mais c'est pas du tout un long fleuve tranquille, pas du tout. Ouais, non, complètement pas. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est garder le cap aussi. Toi, tu te réfères par exemple à ta chambre de quand t'étais petite, voilà, c'est aussi ça. Pour garder le cap et éviter de partir un petit peu dans tous les sens, c'est aussi se référer à ça. Ou s'effondrer, ou ne plus savoir, tu vois, le sens des choses. Pourquoi est-ce qu'on en est... Pourquoi on fait ça ? Non, c'est pour ça que je parle de fidélité. Mais la fidélité et la loyauté, ça c'est très important, par exemple chez moi. Mais elle n'est que vis-à-vis de soi-même. Ouais. C'est la première des loyautés. C'est vis-à-vis de soi. C'est qu'est-ce qu'on s'est promis d'être, de ne pas être, d'accomplir. C'est les rêves d'enfant. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit à celle ou celui qu'on était petit ? Ça, c'est magnifique. Ouais. Puis si on avait l'occasion aussi de discuter avec l'enfant qu'on était et de dire, bah voilà, moi, il y a aussi cette notion-là de j'ai pas envie d'avoir de regrets. On passe à l'objet suivant. Oh ! Alors, moi, j'en ai pas eu de si gros. Ça tombe très bien que tu aies pioché cet objet-là. Ah ouais ? Dans la discussion. En tout cas, la musique, c'est fondamental, c'est majeur. Je peux pas respirer sans musique. Ah, j'ai l'impression qu'on le savait, peut-être. Non, en vrai, c'est pas vrai. Ah, mais la musique, mais laisse tomber. Mais est-ce que tu peux décrire aux gens qui voient pas ce que c'est un vieil iPod. Ouais, c'est un vieil iPod. Alors, c'est beau, par quand contre, même. il est grand. Moi, j'avais encore plus petit, tu sais. En fait,
il y a effectivement, il y a les iPod Nano, Ouais, les trucs vraiment nanos, petits j'avais les comme ça. nanos, il était rose, le mien, rose fluo. Ouais. Nano. Et là, c'est l'iPod originel, en gros, on l'appelle Il est trop beau. l'iPod, tu vois, il est trop beau. Et J'adore. pourquoi tu penses que Iconique, j'ai comme on mis dirait. cet objet? C'est pour un sujet un peu plus léger, hein, je vais pas te mentir. Bah, pour la musique. Pour la musique, et surtout, en fait, ça rejoint un petit peu la discussion qu'on avait avant, c'est dans tout ce brouhaha, de tout ce que tu vis aussi, l'écriture, beaucoup de travail, etc. Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Est-ce que tu as des passions en particulier? Et comment toi tu t'évades? Parce que, encore une fois, le sujet du livre, il est aussi de dire, bon, voilà, on vit dans une époque qui est non seulement particulière, mais qui fait un petit peu peur aussi. J'imagine que tu as aussi des peurs par rapport à tout ça. Est-ce que tu arrives quand même à aller au-delà de ça et faire d'autres choses? Et si oui, quoi? Alors, est-ce que j'ai peur? J'ai aucune peur. Ok. Mais pourquoi? C'est pas du tout que je suis super warrior ou je sais pas quoi. Moi, je déteste qu'on me mente. Dans ma vie privée, dans ma vie intellectuelle, etc. C'est-à-dire que je suis obsédée par l'idée de, pas de vérité, mais en tout cas de dire les choses, de nommer les choses. Parce que c'est comme ça que j'ai toujours, moi, repris le pouvoir sur ma vie, sur mes problèmes, sur mes accidents. J'ai toujours besoin de savoir. Je déteste qu'on me cache des choses. Il y a peut-être un Roland paranoïde, moi j'en sais rien, mais j'ai toujours besoin d'être au fait. Et quand je sais, je suis beaucoup plus calme. Parce que quand tu sais donc élaborer les scénarios, les choix. Tu récupères du libre arbitre en fait. Quand on n'occulte pas une part de la vérité, tu es libre. Ok. Et donc, je n'ai pas peur parce que je sais que si on est de plus en plus nombreux à nommer, à comprendre, à savoir ce qui est en train de se jouer, eh ben, on aura globalement plus de choix. Et dans Cyberpunk, parce que c'est vraiment le titre, c'est de dire en fait les dystopies sont déjà notre réalité. Et c'est une phrase de William Gibson, un des grands auteurs du courant cyberpunk, c'était de dire le futur est déjà là. C'est vrai que le futur est déjà là, mais il reste quand même à imaginer. Tout n'est pas foutu, tout n'est pas écrit. Et donc les acteurs manquants de toute cette nouvelle arène du pouvoir, c'est nous. On n'est pas encore entré en scène. Mais il va bien falloir qu'on entre en scène. Et donc, j'ai pas peur. Et en tout cas, j'ai encore moins peur parce que j'estime qu'avec un livre comme celui-là, ou avec tous les autres livres de tous les autres qui écrivent sur le sujet, je suis pas la seule à écrire là-dessus. Et ben, on sera de plus en plus nombreux. Et donc, et j'estime que ma part à moi, ma responsabilité à moi, c'est de donner la clé. Ou une clé possible, surtout. Pas la clé, mais une clé possible. Et après, on est tous adultes. Chacun en fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas une militante. À part, j'ai une obsession, c'est celle de la liberté. La liberté politique, c'est-à-dire tu viens pas enfreindre ce que je pense, ce que je mange, avec qui je baise, ce que je fais. Et donc dès l'instant où chacun est libre, et ça c'est des droits fondamentaux, le reste... donc voilà, ça c'est le combat de ma vie, c'est la liberté et la dignité. A priori, si on se réfère à ce que Camus disait, si on arrive encore à écrire sur le sujet, c'est qu'on a encore un petit peu de liberté. Ouais, c'est l'exergue, absolument. J'écris, on n'écrit pas pour dire que tout est fichu. Et donc si j'écris encore, c'est que tout n'est pas fichu. Ça, c'est très important. Tout n'est pas... Et c'est vraiment l'idée de dire, il faut arrêter qu'on se raconte l'histoire, que c'est fichu, qu'on est impuissant. Ça, c'est des récits. C'est des histoires qu'on nous raconte et qu'on se raconte. Et donc, il faut la déconstruire parce qu'on a énormément de pouvoir. Et c'est faux de croire le contraire. Il faut qu'on revienne à tes passions. Je reviens. Non, c'est pas des passions, mais la question du silence. Moi, je marche beaucoup. Les balades, s'isoler, la mer, la plage, la mer. Méditerranéennement. La musique, c'est tout le temps la musique, tout le temps. J'écris en musique. Quelle musique? Tout. Je suis très tout. Avec un goût particulier pour la musique des années 80. Là, en ce moment, j'ai un retour un peu identitaire. Identitaire au sens de nostalgie, hein, pas la musique arabe des années 50-60 en ce moment à fond. Parce que ça me rappelle ma grand-mère. Qui écoutait beaucoup de musique aussi avec sa radio. Et puis ça me rappelle d'où je viens. En ce moment là, au moment où tu me cueilles, j'ai besoin, ouais. Ok. Là, en ce moment, j'ai un peu un besoin de ne pas oublier, de revenir à ça. Et lire les livres, n'importe quel livre, mais les livres. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dans une époque, la nôtre, dans cette hyper-modernité, où on est complètement enfermé
derrière les écrans. Les écrans sont des enfermements. En fait, on tourne en boucle sur 4-5 apps, toujours les mêmes. ChatGPT ou les IA génératives, c'est des enfermements algorithmiques, ça sert, le savoir, ça ne l'ouvre pas. Les livres, en fait, ma petite chambre d'enfant, c'est juste ça qui a permis d'activer mon imaginaire, ma capacité de projection, les lignes de fuite, de sortir de sa condition, de créer de l'espérance. Ça ouvre complètement au monde. Ça ouvre au monde. Et tu n'as pas besoin d'être milliardaire. Un livre te fait voyager partout. Et donc, dans toutes les cultures du monde, j'ai été mexicaine, j'ai été anglaise, j'ai été irlandaise, j'ai été française, j'ai été au XVIIe siècle, j'ai été au XIXe siècle, j'ai été au XXe siècle. Tu te rends compte la richesse que c'est, ces livres. Donc ça, c'est fondamental, bien sûr. Et la photo. Ok. J'adore la photo. Je suis une folle de petite passion pour la photo. Tu peux poursuivre sur un autre objet, si tu veux. Je me demande bien ce que ce sera. Attends. Ah, nos romanciens, bien sûr. Ça, c'est le livre. Ouais. William Gibson. Ça, c'est le chef-d'œuvre. Mais il passait pas. Ouais. Oups. Il va me tuer à cause du micro. Bon, là, c'est un peu la passe, évidemment, pour parler de ton livre aussi, dont on a déjà quand même parlé. Ouais, on a parlé, donc on va avancer. Mais quand même, nos romanciens, c'est un peu... Tu sais, c'est un peu le livre culte, un des livres cultes en tout cas, du mouvement cyberpunk. Donc et c'est William Gibson qui va avoir cette fameuse très célèbre phrase « Le futur est déjà là ». Si j'en crois ce que j'ai écrit, c'est lui qui utilise le terme cyberpunk. Pas que lui. En tout cas, il l'utilise. Et toi, tu le définirais comment ? Parce que depuis tout à l'heure, on parle effectivement, ton livre s'appelle Cyberpunk. Toi, tu le définis comment, ce mot ? Cyberpunk ? Ouais. Alors, cyberpunk, donc évidemment, c'est pas du tout une création de ma part. C'est un mouvement, hein, c'est un courant, même peut-être un sous-courant de la science-fiction qui va naître à la fin des années 70, début 80, et qui va être en rupture justement avec, tu sais, la science-fiction qui est complètement fantasmagorique ou très lointaine. Ouais. Donc là, en fait, et c'est d'ailleurs Bruce Sterling, qui est un des autres auteurs célèbres du mouvement, et celui qui va un peu théoriser aussi ce mouvement-là, qui va dire, mais en fait, on part déjà de tous les éléments qui sont autour de nous à ce moment-là, de l'hypermodernité, qui sont déjà tous en germe, et on va les emmener vraiment un peu plus loin, et on va essayer de comprendre ce que c'est. Et dans le mouvement cyberpunk, alors aujourd'hui c'est notre époque, ce n'est plus simplement une esthétique, mais c'est très intéressant parce que tu as des marqueurs. Donc les grands auteurs de ça va être Gibson, Neil Stephenson, génial, Bruce Sterling que j'ai évoqué, et d'autres. Et eux, en fait, le point commun, c'est, en gros, tu vas retrouver à chaque fois des méga-corporations, c'est les mégacorps, les Zaibatsu, par exemple, dans l'univers de Gibson, qui sont vraiment, tu sais, avec un omnipotente, avec énormément de pouvoir. Et ça, c'est nos big tech. Tu vas retrouver un état parfois centralisateur, un peu décousu, tu sais pas bien, mais avec aussi, tu sais, cette grande tentation de la surveillance généralisée. Tu vas retrouver des mégalopoles, des grandes villes surpeuplées, hyper urbaines. C'est tout ce qu'on peut s'imaginer du futur quand on imagine quelque chose de très, sombre. En fait, ça m'évoque un peu l'image du futur qu'on avait, par exemple, dans les années 80 et qu'on s'imaginait les années 2000, tu vois, les trucs qui volent les grosses villes, mégalopoles, etc. Ouais, mais sauf que, si je te donne... Oublie ton imaginaire. Si je te dis mégacorp omnipotente, si je te dis état tentation de la surveillance généralisée, si je te dis fusion, qui commence un peu homme-machine, si je te dis des très très grandes villes surpeuplées, surpolluées, avec des individus seuls, esselés, avec un sentiment d'impuissance, un peu désabusés, fatigués, est-ce que c'est pas déjà nous ? Ouais, c'est... Donc en fait, le futur est déjà là. Quand tu le décris comme ça, ouais. Absolument. Et donc ça, c'est un peu les marqueurs de la littérature cyberpunk. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de héros. Ce sont souvent des anti-héros. En fait, ça peut être toi ou moi. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va dire « Attends, j'ai une mission. Je dois essayer d'accomplir quelque chose. » Et il ne gagne pas toujours à la fin. Et donc peut-être que nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui des anti-héros cyberpunk. C'est beau de finir là-dessus. Je te récupère le livre pour... Tac. Et tu peux filer au prochain, il en reste, hein. Il en reste de quoi ? Prochain objet. Ah, j'y vais ? Ouais. Je sais plus ce qui reste, en fait. Ah non, ça, c'était le porte-photo, ça. Ok. Ça... Attends, donne-le-moi. Attends.
Oh, sinon, Il y en a peut-être 2-3 qui se baladent. Mais Des attends, mais trucs comme y a ça. plus rien là. Si, je te jure qu'elle va. Mais tiens, tu peux le tenir le truc? Bah attends, j'ai toujours ça là. Voilà, ça c'est bien. Non. C'est bien. Alors ça m'évoque rien du tout. Hein. Qu'est-ce que c'est pour toi? Bah je sais pas, c'est un relais. C'est quand tu cours et tu... Ouais. C'est ça? Ouais. C'est un bâton de relais. Ah voilà, c'est un bâton de relais. Ça t'évoque quoi? Ça m'évoque 2 choses là tout de suite. Bah, ma mission dans le monde, ma mission de vie. Et ça m'évoque ce qui m'a traumatisée petite. La flûte. Alors la flûte, c'est vrai. Alors vraiment, alors si j'ai pas quelque chose, c'est bien l'oreille musicale. Ok. Alors c'est pour ça que j'adore la musique par compensation. Et surtout non, ça me rappelle les cours de SV. Non, tu sais le sport au lycée. De PS. EPS. Les cours de Oh PS. my god. Mais attends, mais je me souviens, mais ah là là, c'était combien de dispenses j'ai eu. Non mais c'était. Et donc ça me rappelle. Oui, ok. Je préférais traîner au CDI, si tu veux. Et moi, Ouais, j'étais je un vrai comprends. rat de bibliothèque. Hein. Et ça me rappelle des grosses scènes. Monsieur Crespo au C'est le lycée sport. Oui, mon prof, c'est au lycée PMF de Tunis. Oh mon Dieu, mais les souffrances. Pourtant, il avait un beau nom. Hein. C'était quand même le Il nom y avait- d'un ouais. joueur de foot. Il était très très bronzé avec des yeux très très bleus comme ça. Ah bah voilà. Monsieur Crespo, ouais. Oh, mais quel traumatisme c'était. Et les cours de gym et tout. Oh putain, c'était quelque chose. Je vais te le reprendre parce que avec tes bagues, ça fait du bruit. Oui, mais mes Et bagues, pour le son. elles sont importantes. Oui, non mais c'est pour ça, je C'est t'enlève comme le une bâton de armure. relais et pas tes bagues. ça va. Non mais on l'a mis parce que qui dit bâton de relais dit transmission. Ouais. Et c'était un peu le message un peu de fin que j'avais envie qu'on ait aujourd'hui et sur tous les autres podcasts parce que nous on veut faire passer des messages, on a envie de transmettre. On fait les choses pour rendre justement la culture accessible à tout le monde. On part pas tous avec les mêmes armes en vrai dans la vie, ni dans la culture, ni dans l'éducation. Et donc notre idée c'est de transmettre. J'ai l'impression que toi aussi c'est quelque chose qui est important. On en a parlé tout à l'heure de dire rendre accessible des choses complexes pour que tout le monde puisse avoir son avis en vrai. Oui. Éclairé. Toi, comment est-ce que tu vois ça? Et à la fin, j'ai envie aussi que tu donnes éventuellement un petit conseil pour les gens justement qui nous écoutent, essentiellement les jeunes, qui parfois se lancent dans la vie, font des choix, tu vois. On parlait de nos études qui sont du coup similaires au départ. Moi, j'ai vraiment envie de dire aux gens, s'ils ont une passion, un truc qui les anime et tout, de prendre un mini-risque, ne serait-ce qu'un mini-risque pour essayer d'aller là-dedans et voir après ça marche ou ça marche pas en réalité. Moi mon projet qui est là aujourd'hui, bon bah voilà, ça a marché mais ça aurait très bien pu ne pas marcher. Ouais. Et c'est pas grave en fait, le fait de ne pas vivre avec le regret de pas avoir essayé, c'est ça qui m'anime en vrai. Et je voulais avoir toi un peu ton avis, si t'avais quelque chose en particulier, le fait que t'aies vécu beaucoup de choses, presque 2 vies professionnelles en vrai. 2 vies, enfin 2, ouais. ouais. Bah, en fait, on se rien. Alors, je commence par quelle question? Parce que tu m'en as donné Je sais 2. pas, j'en ai donné peut-être 3-4 même. Alors attends, sur la transmission, sur Oui, le relais, transmission. la transmission, oui, elle est très importante dans mon travail et j'écris pour ça, j'écris pas du tout, j'écris bien sûr pour être lu, mais ça c'est un luxe d'être lu, donc ça je le mesure et ça je le dois à mes lecteurs, à ceux qui me suivent depuis le premier livre, et c'est un cadeau très précieux, très fragile. Donc ça c'est très important et de plus en plus j'essaie de construire un lien avec mes lecteurs. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux, moi par exemple, je les critique, mais je les utilise en conscience, mais en sachant que c'est des endroits systèmes, c'est impossible de parler maintenant aux gens sans ça, mais aussi pour construire un lien, donc comme un antidote. Et la question de la transmission, elle est très très importante, parce que quand je te dis j'écris aussi pour laisser une trace. Alors, une trace, pas de moi-je, mais une trace pour tous ceux qui vont venir aussi après moi. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur le fait que le monde dont moi je rêve, libre, lumineux, avec des valeurs de liberté, de justice, de respect, des choses de bon sens en réalité, mais qu'on a un peu oublié, laissé de côté, et je ne me fais pas d'illusions sur le fait que très probablement, moi je n'en serai pas contemporaine. Moi je ne le verrai peut-être pas. Dans le temps là qui reste, je suis pas sûre de le voir. En revanche, comment j'ai compensé cette tristesse-là en passant le relais avec un livre par exemple, ou même mes cours, mais à ceux qui vont venir après moi, après nous, ou peut-être ou ta génération, à toi, et celle encore d'après. Et j'ai foi en eux, et j'ai
un énorme, mais tu n'imagines pas à quel point, sans les connaître, j'ai un amour infini et une confiance infinie en eux. Et c'est très très faux, parce que je vois, moi, mes lecteurs, souvent c'est leurs parents. Et tu vois, ils me disent, oui, mon jeune, mon ado, mais je crois pas du tout que c'est une génération perdue, pas du tout. J'ai une foi infinie dans le fait que quelqu'un, quelque part, dans cette génération-là, viendra et réparera tous nos dégâts. Je le crois, j'en suis sûre, je le sais, je le sens. Et c'est un beau message, en vrai. Enfin, je veux dire... Mais j'ai un espoir, mais total. Mais j'ai aussi un espoir qui n'est pas que fou ou intuitif. C'est parce que l'histoire, c'est des mouvements de balancier. Donc nous, on est en train de jouer le pire de la partition. Il y a donc à un moment donné quelque chose qui va se réveiller, un élan de vie, de cyclique. survie, bien sûr. Et c'est un élan. Je ne peux pas croire qu'on se contentera de ça. Donc j'ai un énorme espoir. Et donc je mets quelques graines maintenant pour ceux qui viendront... cueillir quelque chose plus tard. Et je suis persuadée qu'ils le feront et que quelqu'un le fera. Ok. Et c'est aussi un message, disons, intergénérationnel, comme on dit. Donc ça, je suis pas du tout inquiète, en vrai. Je suis inquiète. Je suis très malheureuse de ce que nous sommes. Je n'aime pas ce que nous sommes. Ça aurait été mieux autrement. Et je n'aime pas ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on a créé comme ça une espèce d'époque de transition que je trouve un peu nulle. Vraiment, on n'est pas à la hauteur. Mais on va réparer. Et ceux qui viendront répareront. Ça, j'en suis persuadée. Et donc, c'est un message vers le futur. Okay. C'est un peu ça que je fais. Et après, sur la question du conseil, il y en a un seul, c'est s'amuser. Je veux dire, je peux dire un gros mot. Ouais, oui, non, mais enfin, alors... c'est pas un gros mot, mais parce que je sais que vous le dites beaucoup, mais c'est balèque. Mais vraiment, on s'en fout. À la fin des fins et à la fin du chemin, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai grandi ou qu'on m'a éduquée. On va tous mourir. D'accord ? Donc, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Vraiment, à la fin. Donc, amusez-vous, trompez-vous, aimez-vous, faire l'amour, s'amuser, sortir, écouter de la musique, aller en boîte, prendre des coups. Vivre. Mais vivre pas simplement par l'intellect, par le corps, par les rencontres, par tout ça, juste vraiment profiter de sa vie, voyager. Et si t'as pas de truc, c'est pas grave. Moi non plus, j'en ai pas eu. On se débrouille, se débrouiller, ne rien dramatiser. Et c'est comme ça que ça se passe bien en fait. Trop bien, c'est un beau message. On a un format qui est quand même pas mal vu sur les réseaux, qui est un format quiz de culture G. Oh putain! Mais alors je te donne la possibilité de le faire ou de pas le faire, genre c'est pas... Mais attends, mais quoi est-ce que tu... En gros, je t'ai préparé des questions et en 1 minute, tu dois répondre à un maximum de questions. En 1 minute? Ouais. Attends, tout le monde le fait? Tout le monde le fait. Attends, oh merde, ouais, je suis une compétitrice, mais... Et si je me vote? Bon, vas-y. Ouais. Si tu te votes, tu me dis et on le met pas. Ah vas-y. En Non, vrai, mais quand même, de... c'est pas pour mettre ou pas mettre, c'est entre moi et moi-même. La principale bataille, question. elle est contre soi-même, tu comprends ça? Ça, je l'ai compris. Et ah putain, on avait un buzzer, mais le buzzer il fait trop de. Mais attends, en plus, t'as pas moi je besoin suis de nulle en buzzer. culture G. Je veux le buzzer. Ouais, mais en fait, tu dois pas appuyer. Tu peux appuyer dessus une fois là, mais après tu le fais plus, ok? Pourquoi? Parce qu'il fait trop de bruit. Attends, je teste en live. Attends, mais fais-le. Ah merde. Ouais, c'est insupportable. Ah, c'est Mais surtout que ce format quiz, t'as pas besoin de buzzer, c'est juste pour faire. Ouais, mais c'est pour s'amuser quand même. Ouais. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. T'as 1 minute. Oui. Donc à ce moment-là, t'as 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Oui. Les règles sont claires. Si t'as envie de passer et que tu sais pas, tu passes. Juste, on a 1 minute. Ok. Tu vois. Et top, qui a écrit 1984? Orwell. En quelle année les États-Unis ont mis pour la première fois le pied sur la Lune? Ah, 69. Quelle est l'avant-dernière planète la plus proche du Soleil? Pluton? Non. Non. Jupiter. De quelle nationalité est le philosophe Vénus. Thomas Hobbes? Anglais. Où on trouve combien d'étoiles sur le drapeau américain? 51. 50 tout court. C'est 50? Ouais. Pourquoi il n'y a pas 50? Ok, attends, on y revient. Là, le temps enfile en fait. Qui a fondé le géant de la tech Palantir? Till. Peter. Qui a écrit l'Odyssée? L'Odyssée. Parce qu'il y a plusieurs Odyssées. L'Odyssée. Ouais, de Homère. Homère? Non, parce que t'as aussi l'Odyssée. Bon, bah. Elle a été reprise. Bon, ok, je te le compte. Qui était le 2e président de la 5ème République? Après De Gaulle. Pompidou. Dans quel océan se trouve Madagascar?
Indien. Quel métier au pluriel exerçait Antoine de Saint-Exupéry? Ah, auteur, écrivain, journal, reporter, aviateur. Aviateur, ouais. Écrivain, aviateur. Non, il était beaucoup de choses. Oui, mais aviateur, c'est quand même marrant de... Aviateur, absolument. Quel est le meilleur livre sorti en 2025? Cyberpunk. Quelle est la capitale du Canada? Ottawa. Qui est l'actuelle présidente de la Commission européenne? Van der Leyen. Et que signifie le X dans le sigle BATX? C'est Xiaomi. Exactement. On dit Xiaomi d'ailleurs. Xiaomi. On dit Je pense non? Non, je sais pas. Il me semblait parce que moi je dis Xi Jinping. Mais il me semblait que merci, c'est dit chier, je crois. Je sais plus. Ouais, mais ça s'écrit Xixi. Ça s'écrit... Ça s'écrit Xixi, chier. C'est siessier? Putain, j'ai toujours dit chier. Ah, t'as vu, j'ai raison. Ouais, non, mais mais... T'avais pas garant. Et la culture, on la partage, hein. La Si culture, j'ai c'est faux, comme j'ai la faux. confiture, tu sais. Ouais. Moins on en a, plus on l'étale. Ouais. Bon, après, si tu peux éviter d'enfoncer des portes ouvertes comme ça, ce serait... Allez. Et sinon, j'aime pas la guerre. Je trouve pas ça ouf. C'est mal. C'est mal. Non, mais tu t'en es très bien sorti. Merci. Il y a 50 étoiles sur le drapeau américain. Pas 51. Bah non, je crois pas. Il y a 50 états. Non, il y en a plus, mais je crois qu'ils ont pas mis plus d'étoiles. Je pense que depuis 1960, c'est toujours 50 étoiles. Franchement, bah merci. Il me semble, on va vérifier Non, mais, quand même. mais c'est intéressant. En gros, il y a l'Alaska et Hawaï en plus, mais ils les ont pas Ils ont pas rajoutés mis sur le drapeau. J'ai appris un truc. Voilà, J'ai appris un truc. c'est beau. Il faut savoir s'incliner. D'ailleurs, je en fait, m'incline. peut-être qu'il y a les réponses à des questions que t'as eu faux aussi. Comme ça, je te laisse avec de la culture. Super. Et comme j'ai rien eu de non, fois à part ça. première fois le pied sur la Lune, 69. Bah je l'ai dit, ça va pas ou quoi? L'avant-dernière planète la plus proche du Ah ouais, Soleil, c'est qui? Uranus. En fait, c'était peut-être mal formulé, mais Non, l'avant-dernière mais tu l'aurais- planète la plus proche du Soleil dans le système solaire, Ouais, c'est Non, Uranus. puis je l'aurais pas trouvé de toute façon. Hein. Enfin, je l'aurais pas dit. Ouais, Pompidou. Pompidou, j'en savais fichtrement Bah rien. après, t'as eu tout bon. Après, je t'en ai enlevé deux où je me disais, bon. Laquelle? Non, je t'avais mis combien de cases on trouve sur un échiquier? 24? Non, 48. 164. 60. C'est 8 par 8. Ah bah oui. Non, j'aurais pas su. Et j'avais aussi, qu'est-ce que symbolisent les 13 bandes horizontales sur le drapeau américain? Ah, qu'est-ce que ça symbolise? Et ça symbolise les 13 régions... Attends, je l'ai mieux écrit, mais en gros, c'est les 13 provinces qui ont fondé les États-Unis, en gros. Ah! Et attends, je vais te le dire bien, parce que sinon... C'est les 13 colonies britanniques sécessionnistes qui sont à l'origine de la création de l'État américain. Ah, c'est intéressant de connaître l'histoire des drapeaux. Bravo. Merci. Voilà. Non, le drapeau américain, ça me servira. Je suis ravi. Dans les dîners mondains. Bah oui, dans les dîmes. La petite anecdote qui fait plaisir. Tiens, vous saviez que... Bah oui, on savait. Ah. Merci. Trop bien, merci. Allez, qui veut de la poularde? Putain, tu me donnes envie de manger du poulet, là. Ouais. J'ai Ouais, un c'est peu bon. faim, je te cache pas. Bah on a des petites chouquettes après. Alors, Asma. Ah, moi, je reçois un cadeau? Asma, Oui. la particularité de ce Oui. podcast, ça n'est pas que la boîte. C'est aussi le fait que Ah, on t'a la boîte. demandé... Ouais, la boîte ici, là. On t'a demandé d'apporter un cadeau Oui. et Non, pas un objet. On m'a demandé un objet. On a demandé un objet, un cadeau à offrir au prochain invité de ce podcast, Le pauvre. dont on taira le nom pour le moment, mais Oui. on le saura bientôt. Tu pouvais amener ce que tu veux. Et nous, en fait, toi, t'es la première invitée de ce podcast-là. Donc on s'est dit, est-ce que Asma va repartir avec 0 cadeau ou pas? On s'est dit, bon non, quand même, on va lui apporter quelque chose. Et du coup, on t'a apporté un petit truc qui est notre BD. Ah, super! Je Voilà. savais même pas que On a publié une BD en juin qui s'appelle donc Ta dose de culture G et dans lequel il y a ce petit personnage qui me représente C'est lui, et là? on explique plein de trucs Marabule. dedans. Oh, merci beaucoup. Oh, franchement, Et c'est un très beau on t'a cadeau. mis un petit Tu mot. me le dédicaces ou pas? On a Tu déjà l'as mis un dédicacé? petit mot avec Ah Elwan, bon. on l'a écrit à 2. Ah, merci beaucoup, ça me touche. Merci les garçons. Et bah avec C'est un plaisir. très joli cadeau. Du coup, j'ai très très honte. Ah, tu vois, c'est toi qui te. Bah tu ouais. dis que t'as honte de ton cadeau. Bah qu'est-ce que c'est ton cadeau, Asma, pour le prochain? Alors je veux comme disclaimer. Oh non, vraiment, parce que sinon les gens ils Vas-y, vont vas-y, rien vas-y. comprendre. On m'a dit amène un objet insolite. Non,
Non, tu déformes à 100% le Mais écoute, j'ai pas... un objet insolite. Non, tu pouvais amener un objet insolite. Enfin, moi j'ai compris, En fait, moi j'ai lu, est-ce- moi j'ai compris un objet insolite. De Donc- toute façon, on a Ah, dit de toute quoi? façon, On a dit qu'on était libre. Et de toute façon, maintenant on y est, on va pas changer On y le est, cours de ouais. l'histoire. Ouais, de toute C'est façon, t'as comme pas de deuxième cadeau, donc à un moment Donc, donné. ce que j'ai amené, c'est très original, c'est très... Et il va falloir, parce que c'est très il y a des gens particulier. qui Je le vont montre ou voir pas ce Je le cadeau, prends Je le ouais, montre et il y a des gens qui nous écoutent en podcast. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus dans ce podcast. Donc il va falloir qu'en plus tu décrives ce cadeau. Donc, l'objet qu'on m'a demandé, moi je récuse le mot cadeau. Hein. Vas-y. Je le récuse. Moi on m'a dit un objet. Donc, Oh là là, la tristesse du cadeau. Ah, il va être content le prochain. Vas-y. donc l'objet, Que tu as présentement dans les mains, c'est... c'est Vas-y. une allumette. C'est une allumette. Une grande allumette, ceci Alors, dit. heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de une grande allumette. Donc, c'est une allumette. Alors, outre le fait qu'elle est accordée à mon vernis, Parce que si les gens se demandent, est-ce que c'est une allumette particulière, qu'un Alors, elle se message fume, et tout, elle se c'est une fume. allumette basique. non, C'est l'allumette en bois avec le petit bout rouge, Mais elle est- mais mais c'est un une peu longue- plus grande. C'est une longue c'est allumette. la longue allumette. Tu sais, c'est pour vraiment allumer des choses. Enfin, Ouais, avec beaucoup de classe oui, comme ça. c'est un peu, tu sais, elle est aux allumettes ce que la cigarette fine est aux cigarettes. Mm. Et donc, Je t'aiderai pas. Ouais, je veux que tu y ailles toute seule. alors pourquoi j'ai amené cette allumette Parce que c'était soit ça, soit une culotte. Mais à la réflexion, ça aurait dû être une culotte. Mais du coup, c'est l'allumette. Enfin, à moins que je te donne la culotte là tout de suite. Non, Du coup, bien non, sûr, on va rester sur pas besoin, l'allumette. pas besoin. Merci. Pourquoi l'allumette? Alors, c'est pas du tout. Alors, il y a quand même un sens. C'est pas du tout, tiens, j'ai trouvé une allumette sur la table, j'ai embarqué une allumette. Ça, c'est- Permets-moi d'en douter sans avoir l'explication, mais... Non, ça s'est pas passé comme ça. J'y ai réfléchi longuement. Et pourquoi? Parce que, d'abord, il faut un peu se distancer de toute la matérialité, les trucs statutaires, les machins. On va en mourir, on va en crever, ça ne crée que des choses atroces et affreuses. Et donc, quelque chose qui, visiblement, n'a aucune valeur, peut en fait en avoir beaucoup. C'est ce qui compte, c'est le symbole. Ça, c'est la première chose. Et donc, il y a déjà un premier message politique qui est que d'accord, vous vous fringuez, vous avez des brands et des marques de la tête aux pieds, mais est-ce que vous êtes plus heureux? Est-ce que vous avez mieux compris le monde? Je ne crois pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a une phrase, moi, que j'aime beaucoup, qui me hante, moi, beaucoup, depuis que je l'ai découverte, et qui est d'ailleurs en exergue du dernier roman de Leila Slimani, et à partir en fait de laquelle j'écris mon prochain livre. Et qui est une phrase de Cocteau. En fait, Cocteau va être interviewé et on va lui dire, un peu comme toi, tu sais, c'est un peu la question signature à la fin de l'entretien. Et on lui dit, Monsieur Cocteau, si votre maison brûlait, qu'est-ce que vous emporteriez avec vous? Et Cocteau répond cette phrase sublime, il a cette réponse sublime, il dit, j'emporterai le feu. J'emporterai le feu. Et tu peux le comprendre de plein de façons. Le feu de la vie, le feu de la destruction, la transformation. Le feu est un élément extrêmement symbolique dans l'histoire de notre humanité, dans les passages de relais, dans rester vivant, dans la vie, dans le feu follet, dans le feu de la connaissance, mais aussi le feu de la destruction. C'est toujours aussi ce pharmacone. Et donc l'allumette, c'est allumer ce feu-là. Ok. Voilà. Je récupère l'info. Tu l'as déjà? Ouais, j'y réfléchirai un petit peu. Non, c'est à la bonne puissance. À la bonne puissance. Tu es Non, en fait, je suis Tu es déjà. cueilli En Tu es fait, cueilli je suis cueilli. cueilli. Je suis cueilli. Je suis juste en train de me dire que va falloir que je le dise aussi bien Bah, tu me mets au en prochain replay, hein. invité. Ouais, je pense que je vais prendre ton enregistrement et puis je vais lui mettre une petite enceinte. Après, je sais pas comment tu veux faire la transition entre les deux univers, mais ça peut se faire. Mais c'est le feu, l'allumette. Mais j'allais Très pas bien. t'amener un feu ou un bec benzène.
Non, a Tu vois ce priori, que je non. veux Ouais. dire. Voilà. Donc l'allumette, et c'est important, c'est la question du symbole. Les choses les plus précieuses, le Petit Prince, sont invisibles à l'œil nu. Tu sais que c'était une phrase que je m'étais notée dans mes petites notes. Petit Prince, c'est une œuvre magistrale très importante dans ma construction. On savait, c'est pour ça que. Il est là. C'est pour ça qu'on l'a ramené. Et donc c'est invisible à l'œil nu. Donc on s'en fout de la valeur fiduciaire, c'est pas ça qui compte. Très bien. L'essentiel est ailleurs. C'est encore une fois un beau message. Ce n'est que des messages. Ce ne sont que des beaux messages. Mais c'est là-dessus qu'on va se quitter. Moi, j'ai adoré cette conversation. Moi J'ai trouvé que aussi. c'était trop chouette. Merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation, ça a été un superbe moment, frérot. Et bah, j'en suis Trop très cool, content. comme on dit. J'en suis très content. Merci, c'est On top. rappelle aux gens que tu as écrit un livre qui s'appelle donc Cyberpunk, le nouveau système totalitaire, aux éditions Seuil, Oui. qui est disponible Partout. partout En où audiobook ils aussi, veulent. d'ailleurs. En audiobook aussi, Ouais. et bah parfait. Un super livre, moi je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était formidable. Merci. Donc bravo. Finalement, nous on se retrouve, aux gens qui nous écoutent, au prochain épisode avec une autre personnalité, mais qui va être complètement différente. Et c'est ça qu'on veut sur le podcast, donc ça va être super intéressant. Merci à toi de ta présence. Merci aussi de ta jovialité, on dit ça ? Ah, ça se dit jovialité. Jovialité. Enfin, le mot existe. Ok, bah merci de ta jovialité. Merci à toi. Et puis, je sais pas comment conclure ce podcast, mais on va le Bah, faire en avec... t'agenouillant, en Ouais, prosterne-toi. non, générique. Voilà, générique, c'est tout. Non, merci Merci. beaucoup en tout cas.